recevons ce soir Abdou Latif Coulibaly, secrétaire général du gouvernement, ministre de la bonne gouvernance. Abdou Latif Coulibaly, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, une interview que nous allons démarrer tout de suite avec l'actualité politique, naturellement, la coalition Benno Bokk Yakaar, l'APR en particulier, qui semble voler en éclats, en proie à une violence à l'approche des investitures. Est-ce que la majorité présidentielle ne risque pas gros avec ces législatives? Madame, d'abord, je vous remercie pour l'invitation, mais je voudrais quand même préciser que je suis secrétaire général du gouvernement. J'ai été ministre promotion de la bonne gouvernance, mais je ne le suis plus. Je suis juste secrétaire général du gouvernement. J'ai été également porte-parole. Cela dit, écoutez, madame, c'est quand même assez fort de dire que c'est l'éclatement de la paire. Nous avons des difficultés dans certains départements parce que nous sommes à une période assez importante où il y a des responsables du parti, c'est légitime de mon point de vue, qui estiment qu'ils doivent pouvoir représenter le parti, mais également la nation à l'Assemblée nationale. Et parfois, ils en arrivent à des situations qui ne sont certes pas souhaitables, mais qui malheureusement, depuis quasiment l'indépendance du pays, se voient régulièrement. Il s'y ajoute que dans le cadre de notre parti, c'est un parti qui est assez jeune, il faut le reconnaître, moins de 5 ans, moins de 3 ans d'existence, il accède au pouvoir. Le parti n'a pas eu le temps de s'organiser de façon méthodique pour éviter un certain nombre de choses qui malheureusement nous rattrapent aujourd'hui. Mais il ne faut peut-être pas trop exagérer, même si effectivement on peut déplorer certains problèmes. Voilà. Qu'il y a des violences. Ce qui inquiète certainement le plus, c'est que malgré les nombreuses mises en garde, il faut le dire, il n'a pas arrêté de jouer les sapeurs-pompiers, le chef de parti. L'impression dominante, c'est que la discipline de parti ne règne toujours pas. Vous répondez quoi à cela? Écoutez, vous avez raison, le président de la République a souvent mis en garde à déplorer certaines situations qui ne sont pas de toutes les manières bonnes pour l'image du parti, mais d'une certaine manière également bonnes pour la démocratie sénégalaise. Il l'a à maintes fois déploré. Je dois quand même dire que il y a un penseur qui a écrit quelque chose qui, moi, me paraît assez pertinent. Il explique qu'un parti politique est un tissu d'irrationalité et que pour y apporter la bonne dose de rationalité qu'il faut pour qu'il tienne et pour que les digues ne cèdent pas, il faut de l'organisation. Ça veut dire simplement de la structuration du parti. Nous n'avons pas jusqu'à présent la possibilité de le faire et voilà pourquoi parfois on a le sentiment que les digues cèdent et que les passions sont incontrôlables. Ça ne peut pas continuer, le président du parti l'a dit. Je pense qu'à certains moments, il faut opter. Il y a 2 types d'organisation possibles, avec une hiérarchisation, une méthode de travail, également des directives et des orientations qui sont données. À la marge, on pourrait avoir quelques cas d'indiscipline, je le comprendrai. Mais il ne faudrait pas que ça soit quelque chose qui se généralise et qui, à long terme, pourrait également coûter assez cher. Surtout que pendant ce temps, vos adversaires, eux, commencent à gagner du terrain. On a vu que la coalition Manko Taxawu Sénégal se massifie au moment où vous êtes plutôt dans des querelles intestines. Cette situation ne vous inquiète-t-elle pas? D'abord, je voudrais quand même raisonner du point de vue factuel. Factuel, cela veut dire simplement que je n'ai pas encore la preuve établie que Manko Sénégal est mieux structuré que nous actuellement. Je n'ai pas également le sentiment qu'il se massifie. On s'attend plus que vous soyez mieux structuré, étant donné que c'est vous qui êtes au pouvoir. À la limite, à l'opposition, on peut quand même lui concéder quelques errements, mais du parti au pouvoir, on s'attend vraiment à avoir une machine électorale. Le problème n'est pas une comparaison. Ce n'est pas une comparaison. Le problème, c'est l'organisation de chaque parti politique et sa capacité à se mettre en ordre de bataille pour aller vers les élections. Vous avez dit, Manko Siggil Sénégal aujourd'hui se massifie, se structure. Je ne le souhaite pas, mais j'en doute également qu'il en soit ainsi. Parce que nous n'avons pas des instruments de mesure qui nous permettent aujourd'hui de dire. Au-delà de les sorties dans la presse, ce qui est un indicateur du point de vue de la marche de la démocratie, mais qui ne suffit pas à établir de façon formelle, comme vous semblez le dire, qu'effectivement, qu'ils sont mieux organisés aujourd'hui. Ils ont également leurs problèmes. D'une certaine manière, je souhaite que ces problèmes s'amplifient davantage. Oui, mais bien sûr. Bon, maintenant... C'est un peu cynique, là. Ah, mais écoutez, ils nous souhaitent la même chose, non?
C'est de bonne guerre. J'aimerais qu'on s'arrête sur un chiffre. C'est un élément qui est passé dans le journal tout à l'heure, le journal de 20h. Que vous avez raté, mais ce n'est pas grave, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est une étude réalisée par l'ONG 3D et qui dit quoi? Qui dit que sur la période de 2000 à 2016, 16 ans, si on cumule les taux d'abstention des Sénégalais aux élections législatives, on obtient un chiffre de 80%, ce qui est quand même assez éloquent. Est-ce que vous ne pensez pas que les Sénégalais finalement ont désavoué les politiques, M. Coulibaly? D'abord, c'est une étude sociale et sociologique que je n'ai pas vue. Je ne comprends pas la méthodologie qui a été utilisée. Je voudrais être très circonspect par rapport à l'appréciation que je peux faire de ça. En revanche, je ne comprends absolument pas l'agrégation qu'on a fait entre les taux de cumul. Je ne comprends pas le sens politique de cela. Je pense que les abstentions s'apprécient en fonction des années de référence, 2012, 2013. Et en tout état de cause, nous avons quand même des taux de participation assez importants au Sénégal en matière d'élection présidentielle. C'est sûr. Ça l'est moins dans les élections locales et dans les élections, les élections nationales législatives. C'est vrai. Il faudrait trouver les explications. Si c'est le cas depuis, ou qu'on voit une baisse constante parfois de la participation, cela s'explique également pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. D'abord, la fiabilité du fichier, comme on l'avait dit à l'époque. Vous voyez dans le fichier inscrit 6 millions de personnes, il y a 1 million de cartes qui n'ont pas été retirées. Aujourd'hui, nous sommes passés encore à un peu plus de 5 millions sur le fichier, je crois. Il va de soi que les gens participent aux élections en fonction de leur intérêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un vote obligatoire? En démocratie, il y a quand même l'exercice d'une citoyenneté d'abord. La responsabilité de participer à une élection incombe d'abord aux citoyens qui se sentent responsables et participent à un acte fondateur de la République et de l'État. Vous, comme moi, nous avons quand même quelque part l'obligation citoyenne, sinon morale, d'aller voter. Même à dire que je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont. Ou je suis absolument contre tout ce qui s'est fait. L'abstention est une administration parfois d'un vote contre ou d'une indifférence. Pourquoi les citoyens devraient être indifférents par rapport à leur sort? Ça, je ne comprends pas. On ne peut pas être indifférent par rapport à ce qui s'est fait pour vous, supposément dans votre intérêt et dans l'intérêt de la nation. Et parfois, effectivement, dans l'intérêt de la nation. Et par conséquent, ne pas aller se présenter et voter, ça questionne à la fois la citoyenneté, ça questionne également la gouvernance de manière générale, à la fois du pouvoir en place et du parti politique et des partis politiques. Ça n'adresse pas simplement au gouvernement, mais ça adresse tous les acteurs impliqués dans le débat politique. Et parfois, la manière dont on conduit les débats politiques, la contradiction démocratique, qui est la sève nourricière de la démocratie. Parfois, on en arrive à des propos et avec des positionnements sur l'échiquier national qu'on arrive parfois à décourager les citoyens. Regardez et questionner les débats en profondeur qui se passent aujourd'hui. Il y a quand même un problème majeur. Parlons souvent des intérêts des populations elles-mêmes. Si vous regardez aujourd'hui, quel est le débat qui se structure? Chacun, comment il va se positionner sur une liste? En quoi cela concerne les citoyens? Je suis désolé, je suis un politicien, mais ceux qui parlent le plus dans le pays et qui revendiquent tout, c'est généralement les élites. Les élites, c'est-à-dire vous, nous. La majorité des citoyens, les élites, vous les comptez, ça ne fait pas plus de 300 000 personnes dans ce pays-là. À peine. Je veux dire les élites instruites qui monopolisent le débat démocratique. 300 000 personnes. Nous sommes quand même 14 millions. Et l'essentiel de ces débats se résume à quoi? À nos préoccupations personnelles. Moi, je milite à l'intérieur du pays. Tous les samedis, depuis 3 mois, je suis à l'intérieur du pays, chez moi. Les débats tels qu'ils sont conduits ici, les précautions des populations sont totalement différentes. J'entends parfois dire, voilà, l'électricité n'est pas là, on n'a pas le courant, etc., etc. Là-bas, ils demandent à avoir le courant, ils ne l'ont jamais eu. Là-bas, ils demandent à avoir une piste de production, ils ne l'ont jamais eu. Ils demandent à avoir des outils pour alléger les travaux des femmes. Et c'est ça la préoccupation. Ce n'est pas qui va être sur telle position, qui va faire telle chose. Le problème le plus important, c'est moins la personne qui est investie que cette personne-là, qu'est-ce qu'il est capable de faire le jour où il sera à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui demandent le suffrage soient vraiment utiles à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr. Et ça, depuis l'indépendance du pays. Mais ça s'est accéléré ces dernières années, il faut le reconnaître. Je me rappelle avoir publié un ouvrage en 2006 sur la question, une démocratie prise en otage par ses élites. Je ne retire pas une virgule de ce que j'avais dit à l'époque.
tant du point de vue de la représentation de l'Assemblée nationale de vos ouvrages, que de manière générale, le comportement des élites face à la démocratie et face au procès démocratique. On va en reparler certainement avant la fin de cette interview. C'est intéressant. J'aimerais juste qu'on s'arrête. Vous nous avez dit que vous avez rectifié tout à l'heure. Autant pour moi, vous êtes ancien ministre de la bonne gouvernance. Ça tombe bien. Le pétrole et le gaz polluent l'atmosphère en ce moment. Alors, quelle est, finalement, j'ai envie de vous poser la question, quelle est la vérité, si vous la connaissez, sur la gestion de nos ressources naturelles? Une gestion qui, aujourd'hui, aurait précipité d'ailleurs le départ d'un de vos collègues, l'ancien ministre de l'énergie, Thierno Alassane Sall. Merci Sarah, mais voilà un problème. J'adresse d'ailleurs à mes anciens confrères. Vous dites, quelle est la vérité? Le gouvernement vous a exprimé une vérité. Aujourd'hui, ceux qui prétendent le contraire vous ont donné une vérité. Et c'est là où l'action du journaliste est importante. C'est face à ces deux vérités de comprendre quelle est la vérité que vous donnez aux citoyens. Aujourd'hui, je vous donne une vérité. Je vous donne celle qui est du gouvernement, que j'essaie d'appuyer sur des arguments objectifs. D'abord, mais quelle est la question qui est posée aujourd'hui? C'est ça le problème. Je ne peux même pas répondre à votre interrogation, sinon que de reprendre une opinion, de dire que ça ne va pas, d'étaler un tissu de soupçons par rapport à quoi, je ne comprends pas. En revanche, ce que je peux expliquer, c'est au moins deux choses sur le pétrole. Je ne suis pas un spécialiste du pétrole, mais je crois comprendre, parce que je peux lire quand même un document. D'abord, le pétrole est organisé par des lois. C'est la loi de 1998, qui est une référence de base qui, à peu près, est la même chose que dans tous les pays de la sous-région et quasiment dans tous les pays où on fait de l'exploration pétrolière. Il y a au moins 3 étapes dans la recherche, le développement et l'exploitation d'un puits de pétrole. C'est quoi? Vous venez, avant le Sénégal, aller partout à travers le monde pour appeler des compagnies pétrolières venir chez nous. Avant. Parce que nous n'étions pas attractifs, parce qu'il n'y avait pas des indices probants qui permettaient au Sénégal de dire voilà mon sous-sol, venez. Ou que les gars arrivent, ou que les compagnies pétrolières, excusez-moi de l'expression, arrivent dans notre pays. Aujourd'hui, les données du problème ont légèrement changé, sinon elles ont changé. Notre pays a découvert du pétrole, du gaz en quantité suffisante. Or, vous savez, on dit à chaque fois qu'il y a du gaz, c'est qu'il y a du pétrole. Si les deux vont ensemble. Aujourd'hui, notre pays étant attractif, nous voyons des compagnies les plus puissantes au monde s'intéresser à notre pays. Donc aujourd'hui, à l'heure où je parle, on a découvert 6 puits de pétrole qui sont tous positifs, à des niveaux où les exploits sont permis. Évidemment, les autres compagnies ont compris l'intérêt qu'il y a à venir au Sénégal. Le pétrole est un produit stratégique à travers le monde. Il détermine la géostratégie d'une certaine manière et il faut le comprendre. Et ce n'est pas n'importe quel produit. La stabilité des pays en dépend d'une certaine manière. Tous les pays qui ont découvert le pétrole, à un moment donné, X temps, ils ont dû faire face à des situations assez difficiles. Et c'est là où je rejoins le Premier ministre quand il dit qu'il faut être extrêmement prudent dans ce que nous disons. Il n'est pas possible qu'au stade actuel, qu'on imagine des choses qui ne sont pas imaginables pour dire que voilà le comportement des dirigeants de notre pays. C'est pas bien. Moi, je le crois sincèrement. Il faut qu'on y aille avec lucidité et comprendre quel est le problème. On exporte, on développe, on exploite, on commercialise. Sur les 2 premières phases, il n'est pas possible aujourd'hui de prétendre que quelqu'un s'est enrichi d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas imaginable. Parce que ceux qui vont investir ne sont même pas sûrs qu'ils vont avoir le pétrole. Total, tout récemment, a dit qu'ils vont investir 120, 140 milliards de francs CFA, sur lesquels il n'y a pas un sou de Petrosen ou du gouvernement sénégalais. Peut-être ce qu'on pourrait reprocher, permettez-moi, parce que le délai qui nous est imparti n'est pas très long, ce qu'on pourrait reprocher peut-être au gouvernement, c'est qu'à chaque fois, la communication arrive sur le tard. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui écrive un brûlot ou des citoyens qui aimeraient bien être éclairés sur une question pour que maintenant vous arriviez un peu, c'est toujours un peu comme la police qui vient après la mort pour nous expliquer pourquoi vous ne prenez pas les devants en faisant des communications pour expliquer tout simplement aux citoyens. C'est pas ça le problème. C'est que le débat est pollué au départ. D'abord par les tenants du débat et beaucoup de gens qui interviennent, ils y vont avec leur opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une opinion. Il s'agit de maîtriser des faits et de les comprendre. De comprendre les secteurs sur lesquels on intervient. Le pétrole est un produit complexe. Ce n'est pas parce que quelqu'un a négocié qu'il va arriver à dire oui, mais quel est l'intérêt d'un pétrolier qui vient chercher du pétrole à corrompre des gens ou à donner de l'argent à des gens? Quel est son intérêt? Il n'y a aucun intérêt.
il vient investir son argent après pour partir. Il peut ne pas... 500 milliards de francs CFA ont été engloutis dans le sous-sol sénégalais ou dans l'océan pour chercher du pétrole. Ils n'ont pas découvert un baril de pétrole. Ils sont tous rentrés bredouilles. Aujourd'hui, quand vous dites le débat est pourri, non. Tous les contrats pétroliers ont été publiés dans ce pays-là. Tout. Le premier intervenu là-dedans, le ministre de l'énergie de l'époque, en l'occurrence Thierno Alassane Sall, que je salue au passage, a tout expliqué. Même des ministres non sectoriels qui n'ont pas ce secteur précis. Moi, je me souviens avoir publié plusieurs articles. Mais allez comprendre ce qui relaie le débat s'ils consultent ces documents-là. Voilà, tiens. Est-ce que vous avez fait une enquête là-dessus? Non, non, pas encore. Est-ce que la télévision a fait une enquête? Je ne suis pas encore spécialisée dans le journalisme. Non, attendez, mais je ne parle pas. Je parle de manière générale. Je cherche en vain des documents qui sont capables d'être autonomes par rapport à la pensée ou à l'expression du gouvernement et autonome par rapport à l'expression. Vous pensez quoi du livre d'Ousmane Sonko? Il n'est pas journaliste. Vous demandez aux journalistes d'aller investiguer. Malheureusement, d'ailleurs j'ai vu un excellent papier qui a été publié par mon confrère Jean Maïssa, mon ex-confrère Jean Maïssa. Avec un expert, oui. C'est sublime ce texte-là. Oui, alors il nous renvoie. Enfin, moi, je ne fais plus partie là. Justement, ça m'intéresse. Pour revenir sur cette question, Ousmane Sonko, je vous disais dans son dernier ouvrage que je n'ai pas lu, tout comme vous, a traité les journalistes d'inféodés à l'argent, de prisonniers. Comment est-ce que vous avez réagi à cette insulte? Au fait, on doit vous appeler comment, Monsieur Coulibaly? C'est un problème que j'ai. Vous êtes ancien journaliste, doyen de la corporation. Sarah, c'est pas très important. Le seul fait, j'ai exercé ce métier-là pendant 30 ans. J'étais heureux de l'avoir exercé. Journaliste un jour, journaliste toujours, hein, dit-on. Dit-on. Oui. Mais moi, je suis plutôt de l'obéissance anglo-saxonne. On est journaliste quand on est dans une rédaction. On n'est plus journaliste quand on n'y est pas. Hein? Moi c'est ma conception des choses. Voilà Sonko ce qu'il dit. Pourquoi il le dit? Je trouve d'ailleurs les propos assez désobligeants à l'égard des journalistes. D'ailleurs, Jean Maïssa a fait un papier remarquable de ce point de vue. Mais tout de même, au-delà du caractère outrancier de son propos à l'égard des journalistes, il faut quand même qu'il pose du doigt un vrai problème. Il prétend dire la vérité, mais il suggère également que les journalistes auraient pu à même aller faire un travail de vérité par rapport à cette question-là. Et ce travail n'a pas fait effet. Est-ce qu'ils en ont les moyens? J'ai dit intellectuellement, ils en ont les moyens. Techniquement, ils en ont les moyens. Pourquoi on ne l'a pas fait? Depuis longtemps, je crois quelque part que, voilà, c'est ainsi fait. Je n'ai pas de jugement à porter sur ça. Mais les seuls capables aujourd'hui d'éclairer la lanterne déjà, par rapport à ce que nous avons dit, nous, c'est quand même des penseurs autonomes, libres par rapport à la pensée des uns et des autres. Mais on a tellement relayé le factuel en termes d'opinion, c'est pas du factuel, c'est de l'opinion, c'est tellement facile de dire Latif Coulibaly a fait telle chose. Encore faudrait-il avoir des faits pour l'étayer. Le problème, c'est les faits pour l'étayer. Dernière question, Abdoulatif Coulibaly. Oui. J'aimerais savoir, aujourd'hui vous êtes de l'autre côté de la rive, vous faites partie de ceux qui font marcher l'État. Alors comment appréciez-vous l'exercice du pouvoir? Cet exercice est-il aujourd'hui en adéquation avec l'idée que vous en aviez avant d'y avoir participé? Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que vous ne vous dites pas que vous avez des fois été un peu trop dur à l'égard du parti au pouvoir de l'époque? Je n'exerce pas mon métier par rapport à une autre profession que j'ai exercée. Je crois, honnêtement et sincèrement, que j'avais utilisé à l'époque les moyens dont je disposais, également toutes les limites que m'imposait mon travail de journaliste pour le faire. Si j'ai pu paraître dur à l'époque, ce n'était pas moi. Je revendique le fait que j'ai toujours cherché à dire des faits, à expliquer des faits. Ce sont les faits qui ont été durs. Ce n'est pas celui qui les rapporte. Généralement, malheureusement, chez nous, on s'intéresse plus au messager qu'au message lui-même. Si vous regardez le texte que j'ai publié, rarement il a été établi l'opinion de Latif de façon absolue. Ou l'opinion a été toujours basée sur des faits qui, d'ailleurs, jusqu'à présent, n'ont pas été démentis. Je rappelle au passage. Je vois d'ailleurs beaucoup de rapports d'inspecteurs d'État qu'on étale aujourd'hui. Vous retrouvez mes livres intégralement ou les articles que j'ai publiés. J'ai lu cette semaine récemment le rapport de l'IGE sur Philippe Fessman. Je vous renvoie à une série d'articles que j'ai publiés dans la Gazette. Mot pour mot, tout ce qu'on raconte aujourd'hui, je l'avais dit. Ça veut dire que je n'ai pas été démenti. C'est les faits.
Le plus important en journalisme, c'est moins l'opinion des uns et des autres, ça. Excusez-moi, madame. Mais c'est ce que vous avez dit. On ne retient jamais vos opinions. On ne retient que le factuel que vous posez sur la table. Et ce factuel-là, malheureusement, il est totalement absent dans les débats sur le pétrole. Les seules fois où il y a du factuel, c'est le gouvernement qui les donne. Et même, on a même publié dans les médias la totalité des contrats qui ont été publiés. Mais quand on est capable d'aller voir un contrat, si, vous savez, le journaliste, il n'a pas pour obligation de savoir. Par contre, son obligation de savoir qui c'est pour qu'il lui explique. Dans la sérénité et en dehors des passions. Si vous regardez le contrat, je ne savais pas, je vais voir quelqu'un. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il me l'explique. Et moi je l'explique à l'opinion. Parce que lui, l'expert, il n'est pas capable de dire à l'opinion comme moi, journaliste, je suis capable de le faire. Mais il peut me donner les instruments, les faits. Mais ça, c'est vous qui me posez la question, je ne vais pas répondre. Vous dites maintenant où est la vérité? Nous avons exposé une vérité. Nous estimons que c'est la vérité absolue. Tiens, quand vous dites que, par exemple, quelqu'un qui dit le Sénégal a perdu des millions de dollars pour n'avoir pas imposé les transactions qui sont intervenues entre deux sociétés qui étaient au stade de la prospection et de l'exploration du pétrole. C'est la même loi sénégalaise qui dit, c'est de 1998, 41 je crois, il n'est pas possible, absolument pas possible, d'imposer les pétroliers, comme tous les gens qui cherchent le pétrole chez nous, au stade de l'exploration, au stade du développement. Ce n'est qu'au niveau de la commercialisation ça intervient. Et les conditions sont posées de façon très claire. Il y a d'abord des dividendes qui reviennent à l'État du Sénégal par l'intermédiaire de l'État lui-même et par Petrosen. Et ensuite, il y a tous les taxes qui sont imposées sur les produits qui sont commercialisés. Et enfin, il y a les contrats de partage. Donc suffisamment clair pour dire voilà ce que le gouvernement du Sénégal aura et l'État du Sénégal aura au moment où le pétrole sera commercialisé. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Au moins qu'on le dise, même si on soupçonne quelque part, d'ailleurs à tort, qu'il y a eu des transactions qui ne sont pas honnêtes, qu'on dise d'abord ce qui est. Ça, c'est une réalité. Le Premier ministre l'a expliqué à l'Assemblée nationale avant-hier. Quand même, ce qui est, on le dit. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on ne le dit pas. Mais quand même, on va aller chercher une opinion, des soupçons quelque part. Et ça pollue le débat. Donc, ce n'est pas nous qui avons pollué le débat, c'est probablement d'autres qui l'ont pollué. Le gouvernement a toujours expliqué ce qu'il fait, comment il le fait, et sur quelle base il le fait. Essentiellement la loi de 1998. Et les conventions qui sont les conventions signées entre les partis, c'est-à-dire l'État et les pétroliers. Et ça, c'est des conventions qui sont disponibles. Vous allez finir par devenir un spécialiste du pétrole. Hein. Merci beaucoup. Non, pas du tout. On apprend les choses, on les comprend. Absolument. Merci madame. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi cette édition qui est à présent terminée. Prochain rendez-vous de l'information. Le tout en images à 0 heure. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.